Bonjour, voilà, bienvenue dans ce 15e chapitre du Tao Te Ching. C'est notre 16e cours de ce long voyage que nous entreprenons ensemble pour découvrir cette œuvre majestueuse du Tao Te Ching que Lao Tzu nous a transmis. Je crois que je l'ai écrit dans le dernier post que j'ai mis dans ce groupe, que Lao Tzu est un bien vieux monsieur, hein. Il a vécu avant Jésus-Christ au 6e et 5e siècle. Donc cette sagesse qu'il nous a transmise date de bien longtemps, et ça nous montre à quel point nous touchons ici à des choses essentielles, des choses que l'homme a toujours cru important de s'approprier, de comprendre, de travailler, de cultiver. Voilà, alors d'abord, je te rappelle que je suis Christina Winkler, et que je fais cette lecture du Tao Te Ching pour t'apporter un regard sur comment cette œuvre de sagesse peut t'aider, t'aider dans ta vie de tous les jours, dans le meilleur des cas, dans la vie tout simplement pour que tu te sentes bien, pour que tu sois en bonne santé, mais aussi pour que tu t'enrichisses par ton potentiel, que tu t'enrichisses par les relations que tu vis, ouais, que tu construises et que tu cultives une vie de bien-être. Voilà, donc je te félicite de suivre ces cours. Je suis ravie que tu te connectes, que tu regardes ces vidéos. Et c'est pour ça que je les fais. J'ai bien plaisir à les faire, mais si personne ne les regarde, c'est bien futile comme activité. Bien, alors, donc je t'invite aujourd'hui à la découverte de ce 15e chapitre, hein, et j'aimerais, comme d'habitude, d'abord te faire la lecture. J'ai décidé aujourd'hui de te faire deux lectures, c'est-à-dire deux versions différentes, parce que je trouve que le texte que j'utilise d'habitude n'est pas... la traduction, elle est pas très réussie. Bon, je te l'ai écrite quand même dans le post pour que tu puisses la voir, mais je ne la trouve pas spécialement heureuse. Donc, du coup, j'ai choisi une autre version que je vais te lire. Alors, je t'invite comme d'habitude de t'installer confortablement et de te laisser porter par la lecture. Tu verras tout particulièrement ici comment la musique du texte peut t'amener tout de suite à une compréhension. Euh, Si tu écoutes juste la musique du texte, en faisant abstraction de mon accent, euh, je te, je pense que tu vas tout de suite capter euh, ce à quoi ce texte t'invite. Voilà, donc prends place, prends une inspiration, expire profondément, ferme tes yeux et laisse-toi aller. Dans l'Antiquité, ceux qui excellaient à pratiquer le Tao étaient déliés et subtils, abstraits et pénétrants. Ils étaient tellement profonds qu'on ne pouvait les connaître. Comme on ne pouvait les connaître, je m'efforcerai de donner une idée. Ils étaient timides comme celui qui traverse un torrent en hiver. Ils étaient irrésolus comme celui qui craint d'être aperçu par ses voisins. Ils étaient graves comme un étranger.
Ils s'effaçaient comme la glace qui se fond. Ils étaient rudes comme le bois non travaillé. Ils étaient vides comme une vallée. Ils étaient troubles comme une eau limoneuse. Qui est-ce qui sait apaiser peu à peu le trouble en le laissant reposer? Qui est-ce qui sait naître peu à peu par un calme prolongé? Celui qui conserve ce Tao ne désire pas d'être plein. Il n'est pas plein, c'est pourquoi il garde ses défauts et ne désire pas d'être parfait. Alors, prenons une deuxième traduction. Écoute à nouveau. Les sages parfaits de l'Antiquité étaient si fins, si subtils, si profonds et si universels qu'on ne pouvait les connaître. Nous pouvons les connaître, on s'efforce de se les représenter. Ils étaient prudents comme celui qui passe un gué en hiver, hésitants comme celui qui craint ses voisins, réservés comme un invité, mobiles comme la glace qui va fondre, concentrés comme le bloc de bois brut, étendus comme la vallée, confus comme l'eau boueuse. Qui sait par le repos passer peu à peu du trouble au clair et par le mouvement du calme à l'activité. Quiconque préserve en lui une telle expérience ne désire pas être plein. N'étant pas plein, il peut subir l'usage et se renouveler. Prends juste conscience de comment ce texte t'affecte. Essaye de prendre note dans ta tête ou même à côté juste quelques mots de comment ça t'affecte pour voir vers où ce texte te mène en toi. C'est un exercice d'ailleurs que tu peux faire à chaque lecture parce que tu peux comme ça sentir un peu comment tu te mets en lien avec le texte, puisqu'il s'agit ici de te l'approprier, pas de comprendre le sens académique du texte, mais bien de saisir quelque chose qui peut être utile, de te laisser parler ce texte, enfin, plutôt que ce texte parle. Voilà. Voyons un peu. Alors, les sages parfaits de l'Antiquité étaient si fins, etc. Alors déjà, remarquons qu'il parle des sages parfaits de l'Antiquité. On est au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, même l'auteur de ce texte a conscience qu'il n'est pas en train de parler de quelque chose qu'il vient d'inventer. Il a conscience qu'il parle de quelque chose d'universel, que l'humain porte en lui, que le désir humain cherche depuis toujours. Je trouve que c'est essentiel parce que nous avons tendance à croire que nous inventons des choses nouvelles et que tout nous est dû, mais non. Il y a plein de gens qui ont déjà pensé les mêmes choses que nous avant et ça ne diminue pas notre génie, mais
il est important, comme nous avons vu la semaine dernière, de savoir d'où on vient et savoir que nous faisons partie d'une lignée, de la lignée des humains qui s'intéressent à la vie et qui découvrent des choses et qui se laissent inspirer d'une façon universelle. C'est essentiel pour ne pas errer sur le chemin. Donc les sages parfaits de l'Antiquité étaient si fins, si subtils, si profonds et si universels, dit-il d'ailleurs, qu'on ne pouvait les connaître. Donc plus c'est subtil, plus c'est profond, plus c'est universel, plus on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Ne pouvant les connaître, dit le texte, on s'efforce de se les représenter. Et c'est bien ça que nous avons la chance de faire toujours et encore. C'est que Tao nous met en contact avec l'indicible, à cette dimension qui nous dépasse tous, cette dimension qui n'est pas vraiment palpable. Nous savons que c'est là, nous pouvons en faire l'expérience d'unité. Et à la fois, nous ne pouvons pas le nommer. Tao n'a pas de nom. Donc, nous pouvons nous aider en le représentant. Et ici, dans ce deuxième texte, je trouve les images encore plus parlantes que dans la première lecture. Voilà donc qu'il utilise des images pour représenter de quoi il s'agit. Je vais les relire. Ils étaient prudents comme celui qui passe un gué en hiver. Oui, passer un gué en hiver, il vaut mieux être prudent parce que si je tombe totalement dans l'eau, si je suis emportée par l'eau glacée, je risque ma vie. Hésitant comme celui qui craint ses voisins. Oui, les voisins ne sont pas forcément des amis, ne sont pas des ennemis, mais ne sont pas forcément des amis. Je pense que l'exemple le plus violent que l'on peut trouver pour ça, c'est les guerres. La première guerre qui me vient à l'esprit par rapport à ça, c'est la guerre d'ethnie au Rwanda. Voilà, où les voisins s'entretuaient de façon très violente, tout simplement parce que tout d'un coup, on ne pouvait plus cohabiter si on n'était pas de la même ethnie. Ou, bien sûr, je peux faire référence à l'histoire de mon pays natal. Tout d'un coup, il fallait persécuter les Juifs et d'autres humains qui n'étaient pas comme Hitler avait décidé qu'il fallait être. Voilà, donc on dénonçait ses voisins. Voilà, donc même au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, on avait conscience que il y a prudence à avoir par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire méfiance. La prudence, ça veut dire qu'on peut craindre l'autre dans ses réactions. Le voisin, c'est pas un proche. Réservé comme un invité. Ah, ça c'est très joli, je trouve. Effectivement, quand on est invité, on montre du respect à son hôte et donc on a une attitude de réserve. On ne va pas se permettre de nous comporter comme chez nous lorsque nous sommes invités quelque part. On va tenter de montrer du respect à notre hôte. Dans l'autre texte, c'est traduit par « Ils étaient graves comme un étranger ». Et ça, c'est très intéressant aussi parce que je suis une étrangère en France, malgré tout, même si je vis depuis très longtemps ici. Et oui,
il y a un sentiment de gravité, c'est-à-dire on n'a pas cette évidence naturelle de faire partie euh, des autres, si je peux dire. On est forcément différent et on a conscience de cette différence et cette différence, cette conscience de la différence nous amène à un sentiment de gravité par rapport à l'autre. Gravité ne veut pas dire dramatique, gravité veut dire ça a du poids. C'est-à-dire, moi, en tant qu'étranger, étrangère, euh, l'autre a de l'importance. Je, voilà, je fais pas partie de son monde, donc je veux bien qu'il m'accueille. Donc, la relation à l'autre a une forme de gravité, elle pèse. Et c'est pas négatif, c'est, c'est une question de gravité, d'attraction, de cohésion, d'adhésion. Voilà. Ça, c'est très joli, je trouve. C'est une bonne leçon dans la vie d'être un invité sur Terre. Un invité peut-être plus qu'un étranger, mais de sentir la gravité de la Terre, l'attraction de la Terre qui nous invite à participer. Voilà, la prochaine image, c'est mobile comme la glace qui va fondre. Oui, effectivement, quand la glace commence à fondre, mais les plaques se détachent, les plaques de glace, là où elles sont. Elles, euh, c'est pas seulement les gouttes qui tombent, mais les plaques fondent et glissent. Voilà, et ça s'efface petit à petit et devient de l'eau à nouveau. Voilà, concentré comme le bloc de bois brut. Oui, un bloc de bois brut est très concentré, concentré en matière brute et en matière qui demande à être travaillée. Mhm. Étendu comme la vallée. C'est vrai, quand on descend de la montagne, la vallée, elle paraît ouverte et étendue et vaste. C'est toute une sensation qui est évoquée ici, d'ouverture. Contrairement au concentré du bois qui est, voilà, qui évoque la densité. Confus comme l'eau boueuse, oui, confus comme l'eau boueuse, trouble. Hein, l'autre texte utilise le terme de trouble. Alors confus, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un état dans lequel on peut se trouver quand on est pris par les mouvements. On ne sait pas très bien vers où se diriger parfois dans la vie. On ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Et le trouble nous amène à désirer de la clarté et donc nous amène à clarifier, à faire en sorte de prendre une direction petit à petit. Alors toutes ces images nous aident à nous représenter en fait ce que euh, ces sages de l'Antiquité étaient capables de toucher, comment ils atteignaient cette profondeur dont ils parlent, ce subtil, cet abstrait, ce pénétrant, qu'est-ce qu'il dit l'autre texte, cette finesse, voilà, cet universel. Mais ces images l'illustrent. Et si on se laisse bien vivre ces images, on sent à quel point c'est à la fois dense, puissant et mobile. Comment le mouvement de la vie est permis là-dedans, dans ces images. Et du coup, le texte poursuit. Qui est-ce qui sait apaiser peu à peu le trouble en le laissant reposer? Ou l'autre texte, qui sait par le repos passer peu à peu du trouble au clair?
et par le mouvement du calme à l'activité. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais avant. Quand il y a confusion, ça nous invite à aller vers la clarté. Quand il fait sombre dans notre vie, ça nous fait désirer la lumière. Ça nous fait désirer le, ouais, le- la vie claire. Quand il y a trop d'activités, on aspire au calme, heureusement, parce qu'il y a besoin de cet équilibre. Voilà, donc nous sommes ici dans un espace où on est quelque part comme ballotté. Ballotté si c'est trop fort, mais à la fois si je me laisse aller, si je suis dans, dans, dans la détente et le calme intérieur, eh bien je suis comme l'image du bambou qu'on cite souvent qui ploie sous le vent mais qui ne casse pas, qui émeut par les mouvements du vent, mais qui ne se déracine pas. Et c'est ça, la vie, c'est comme le vent, ça nous mobilise. Je fais le mouvement spontanément, je suis désolée, mais ça me parle, c'est ma pratique quotidienne et celle que j'enseigne qui se réveille là. C'est justement la pratique de ce mouvement libre qui permet de trouver ce naturel, ce cours naturel de la vie qui ne nous dérange plus, mais qui nous permet d'être dans la vie. Voilà, quiconque préserve en lui une telle expérience ne désire pas être plein. N'étant pas plein, il peut subir l'usage et se renouveler. Oui, effectivement, quand je suis mobile, je ne désire pas être plein. Je ne désire pas plus que ce que j'ai puisque je vais avec ce qui se présente à moi et je peux être libre d'aller où je veux. Je n'ai pas besoin de me remplir de quelque chose pour avoir l'impression de vivre pleinement. Je suis comportée par la vie comme transportée par la vie qui me donne l'occasion de me sentir vivante. C'est en vivant la vie que tu deviens vivante. Voilà, et si tu veux approfondir ces notions, si tu veux travailler avec moi pour comprendre comment toi, tu peux devenir de plus en plus vivante pour toi, euh, c'est pas un miracle qui te fait devenir vivante, c'est toi qui vas donner et t'ouvrir à toi-même qui va faire que tu aimes ta vie. Et moi, je suis là pour t'aider sur ce chemin parce qu'on ne peut pas faire ce chemin toujours seul. Je discutais hier avec mon fils qui m'a souvent dit mais non, moi j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aide, moi je sais faire par moi-même. Je dis oui, c'est certes, tu sais faire plein de choses par toi-même et tu verras que c'est utile quelqu'un qui te renvoie une image de toi, cette image que tu ne peux pas voir de toi-même. Et quand je parle d'image, c'est pas une image superficielle, mais ce qu'il perçoit de toi profondément et comment il te vit et comment, du coup, toi, tu te révèles à toi-même à travers la rencontre avec l'autre. Et c'est ça, faire un travail sur soi. C'est ça, regarder au fond de son cœur. Il y a besoin de cet autre qui te permet de t'ouvrir encore plus à toi, au-delà de tes souffrances. Voilà, donc j'ai posté le lien au début de
du live parce qu'après, moi, je suis concentrée sur le texte et je ne peux pas voir qui est là. D'ailleurs, je vais faire ça maintenant. Euh, oui, c'est Marie-Hélène. Bonjour. Je suis ravie que tu sois là. Euh, donc, euh, donc voilà. J'étais concentrée et donc je t'invite plus haut à t'inscrire si tu veux obtenir ce rendez-vous avec moi qui est gratuit et qui te permet de savoir si on peut travailler ensemble ou pas. Voilà, donc un bon week-end. Ici à Toulouse, le ciel est bleu, il va faire très très beau. Je suis contente, je vais sortir. Voilà, tout de bon.